Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On parle politique internationale avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Je sais d'ailleurs pas si on parle de politique internationale quand on parle des États-Unis. J'ai l'impression que c'est presque une extension de notre c'est politique. vrai, hein? C'est un des premiers sujets que j'ai d'ailleurs abordé à mon émission à Télé-Québec qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps. Comment il se fait que la politique américaine soit devenue une passion si dévorante? Jamais de ma vie, des gens m'ont arrêté sur la rue avec des questions du genre: est-ce que tu penses que Trump pourrait échapper au collège électoral, la Caroline du Nord? Puis tu dis, les gens sont rendus des geeks finis de politique américaine. Mais je pense qu'il y a deux... politique a l'air plate. Ouais. Mais je pense qu'il y a deux explications. Un, je pense qu'il y a... Écoute, on est quand même plus proche des États-Unis. Les gens voyagent beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont en Floride. La connexion, au fil des années, la connexion s'est faite. S'ajoute à ça le phénomène Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a amené menaces, excitation de ceux qui disent il va sauver le monde jusqu'à ceux qui disent il va provoquer la Troisième Guerre mondiale. Mettons qu'il a polarisé. Et donc, celle qui affronte M. Trump, Kamala Harris, mais elle va faire face aujourd'hui pour la première fois à des questions journalistiques. Première grande entrevue. Et on a eu la discussion plus tôt ici, là, en groupe. Aurait-elle dû y aller seule? Montrer, c'est moi qui vais être présidente, je vais m'asseoir sur la chaise, le fameux one-on-one? Si tu poses la question, c'est que tu as sans doute là-dessus une intuition et ton sens politique, qui est quand même grand, doit moi, mon sens politique me dit qu'y aller à deux, c'est de la merde. Si tu veux savoir ce que je pense, moi, là... Je partage certainement le constat, peut-être pas le choix des mots, parce que je suis moins courageux que toi. Donc, je te dirais que c'est ça. Si on pose la question tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ça. D'autant que s'il y a eu un moment lors de sa prestation au débat des vice-présidents en 2020, c'est quand elle avait répondu à Mike Pence, qui était le co-listier de Donald Trump, Mr. Pence, let me speak. Let me speak. Ça avait été clairement préparé. Je pense qu'il n'y aurait même pas eu besoin à ce moment-là de l'interrompre pour qu'elle décide de le faire, parce que quelle était l'intention? De montrer à tout le monde qu'elle laisserait jamais un homme lui donner l'ordre de marche, ce qui était tout à fait de bonne guerre. Donc, qu'il n'y ait pas de mansplaining avec Kamala Harris, qui est une femme qui a fait la démonstration qu'elle était en parfait contrôle de sa vie et de ses codes, ancienne procureure. Donc, s'il vous plaît, monsieur le vice-président, pas de condescendance, pas de misogynie, je suis capable de répondre. Et là, elle se crée des dispositions où à sa première rencontre, le premier rendez-vous avec la presse, comme candidate à la présidence, une femme qui depuis une quarantaine de jours n'a répondu à aucune question sur le fond, pas de point de presse, à peine des points de presse informels où elle répond 15 secondes à la volée aux journalistes qui sont en scrum autour d'elle. Sur la substance, n'a jamais répondu. Donc, premier rendez-vous, déterminant, et elle choisit d'être accompagnée par Coach Walz. Alors, on dira, c'est l'argument de ses adversaires, c'est l'argument des républicains, on est en train de tomber dans le panneau. Je dis non, on pose collectivement, qu'on soit démocrate ou républicain, la bonne question. L'incarnation du destin présidentiel, c'est un destin de solitude. Hey, tellement ça, tellement important de le dire, là. Il y a un moment où une guerre, une crise économique, une catastrophe, il y a un moment où à la Maison-Blanche, tout le monde te donne des conseils, des conseillers savants. Il y a un moment au pouvoir où tu es tout seul. Lis les biographies de tous les grands leaders, là. Il y a un moment où tu es tout seul avec ton toi-même, puis tu te dis, je décide, puis l'histoire va retenir que j'ai fait ça, c'était la bonne, la mauvaise chose, mais c'était mon instinct. Il y a un point de rupture où tu es tout seul. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, ceux qui disent Kamala Harris n'a pas pu faire la démonstration de quoi que ce soit au cours des 4 dernières années. Ils vont dire c'est normal, elle était vice-présidente, puis il n'y a pas un ou une vice-présidente. En fait, il n'y a jamais eu de vice-présidente avant elle
qui n'a jamais rien fait. C'est quelqu'un qui est dans la pièce d'à côté en attente d'une catastrophe et qui, pour le reste, représente le président à des événements, par exemple des funérailles où tu peux pas aller, puis tu as toujours officiellement un mandat. Il y a quelques exceptions. Hein. Dick Cheney, qui était le vice-président de George Bush, en menait très, très large. On peut même se demander jusqu'à quel point une partie, je dirais, du bilan de George Bush n'est pas celui aussi de Dick Cheney. Mais outre, c'est quelqu'un qui ne se serait jamais présenté nulle part pour être président. C'est quelqu'un qui revendiquait pas la lumière, qui était très content de jouer dans l'ombre. Mais outre ces rares exceptions, un bilan de vice-président, c'est toujours un peu insignifiant. Celui de Mme Harris ne fait pas exception. Et on lui reproche pas aujourd'hui. On va dire, c'est normal. C'est une vice-présidente. Donc, pourquoi mais là, c'est elle qui est rendue en avant. Exactement. Pourquoi M. Walz est présent à ce premier rendez-vous? Sinon, dans une logique où on dit on joue l'horloge, on joue le temps, parce qu'on va évidemment diviser plus ou moins de moitié le temps de question, le temps de glace, le temps de surface de Kamala Harris dans cette entrevue. C'est un peu comme de la lutte à deux, en tag team. À un moment donné, quand tu es fatigué, tu vas taper dans la main de ton partenaire, puis tu rentres dans l'arena, dans le ring plutôt. Ouais. Non, mais l'image est peut-être un peu forte, mais c'est de ça qu'il s'agit. L'image est bonne. Mais est-ce qu'elle est foncièrement... Qu'est-ce qu'on craint vraiment? Est-ce qu'elle est foncièrement incompétente? Est-ce qu'elle connaît peu les questions internationales? Est-ce qu'elle a tendance à se contredire? Est-ce qu'elle est pas studieuse? Elle étudie pas ses dossiers? Elle a l'air d'une femme intelligente qui... Tu sais, moi, je la regarde, elle a l'air d'une femme intelligente que si elle passe 24 heures à préparer une entrevue, à faire le tour des grands dossiers, elle va être capable de... Parce que je veux dire, on les prévoit à peu près toutes les questions, dans le sens que on sait, le journaliste, il n'ira pas de parler de quelque chose qui n'est pas du tout dans l'actualité, donc on est capable un peu de voir venir. C'est quoi le problème? Ben, évidemment, c'est nous qui devons le soupçonner, le problème, parce qu'ils ne nous donneront pas la réponse. À ce jour, ces prestations en entrevue n'ont pas toujours été, disons, retentissantes. Je ne sais pas si tu te souviens de l'entretien avec le présentateur de la NBC, Lester Holt, il n'y a pas très, très longtemps. Puis c'est une entrevue assez gentille. C'est à l'époque où elle était la tsarine de la frontière. Depuis, l'histoire s'est réécrite. Elle n'était pas tout à fait responsable de l'étanchéité de la frontière, mais plutôt responsable d'analyser les causes, les racines profondes de l'immigration. Là, on est dans le délire sémantique pour justement arriver à la conclusion que c'est pas de sa faute s'il y a un problème à la frontière, parce que c'était pas vraiment son mandat. Mais Lester Holt, qui avait dit, il n'avait pas vraiment été agressif avec elle. Il avait simplement dit à un moment donné, mais madame, la vice-présidente, elle doit aller à la frontière, puis elle refuse de répondre. Est-ce que vous êtes allé à la frontière? Puis elle répond, ben, pas plus que je suis allé en Europe. Tu cherches à comprendre le sens de la réponse. Et c'était devenu un peu viral. Ce l'est surtout devenu maintenant parce que les républicains utilisent cette réponse qui n'en est pas une. C'est certainement pas là qu'elle donne sa meilleure mesure, mais compte tenu qu'il n'y a pas eu de campagne pour qu'elle soit la candidate du Parti démocrate. Alors, c'est dans l'histoire aussi des vice-présidents qui prennent le relais, ça existe, mais en général, c'est pour des circonstances ou dans des circonstances graves et difficiles. En 68, c'était arrivé. C'était le président, M. Johnson, qui avait choisi de ne plus se présenter et qui poussait sur son candidat, Herbert Humphrey. Il n'avait pas eu vraiment de campagne, mais il l'avait pas eu facile, M. Humphrey. Et pour s'imposer à la convention du parti à Chicago en 68, il l'avait eu à l'arraché. Il n'a pas gagné. Dans ce cas-ci, Mme Harris a eu, je dirais, l'investiture sur un plateau d'argent. Ça s'est réglé en 24 heures. Alors, soyons clairs, Mario, je ne reproche pas d'aucune manière aux démocrates d'avoir fait ce qui est évidemment le bon choix. Ils ont eu raison de changer de candidat. C'est évident que M. Biden, aujourd'hui, ça serait catastrophique. La question qu'on peut encore se poser, mais l'affaire est réglée. Pourquoi ont-ils mis des mois avant d'arriver à l'évidence? Et derrière ça, je dirais, c'est même le cynisme de gens qui aujourd'hui font comme si c'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été convaincus qu'il fallait remplacer Biden, alors que 10 minutes avant qu'ils partent, ils étaient tous à dire « Hey, c'est quand même un gars super compétent en ce moment, il a ce qu'il faut. » Puis là, non, il n'y a plus du tout ce qu'il faut, on n'entend pas parler, c'est Mme Harris. Alors donc, elle l'a eu, je dirais pas facile, mais elle l'a eu sur un plateau d'argent. Tant mieux pour elle, et tant mieux pour les démocrates parce que ça marche. Ouais, mais nous avons collectivement le droit de savoir où elle loge sur les enjeux, et on ne le sait pas. Alors, pourquoi elle est à 2? Peut-être parce que ça lui donne 2 fois moins de surface pour répondre à des questions difficiles. Tu décris ça comme un peu un accro démocratique, là, qu'elle... Ben ça, un peu, Mario. Je décris ça comme un grave accro démocratique. Grave accro démocratique. Et c'est pas partisan.
nous devrions tous, alors on n'est pas américain, on vote pas. Moi, je suis journaliste. C'est mon seul job. Je fais un peu de commentaires, évidemment, mais mon job, c'est de dire, est-ce qu'on respecte ce qui est la norme, ce qui devrait être la norme? Quand tu as une campagne, tu n'as pas le choix, tu t'exposes. Tu es dans l'arène continuellement, tu réponds aux questions des journalistes parce que tu veux te faire entendre. Or là, on a l'impression d'une campagne où elle va gagner où elle pourrait gagner sur de l'air chaud et nos spéculations. C'est-à-dire où elle joue comme M. Trump jouait dans ses affaires judiciaires l'horloge pour gagner du temps. C'est exactement la même impression qu'on peut avoir. Elle joue l'horloge pour gagner du temps, se rendre le plus loin possible sans se commettre. Je ne reproche pas à un candidat d'avoir une bonne stratégie, mais je pense que c'est, du point de vue de l'exercice d'une élection présidentielle, quelque chose de défectueux, et ça n'a aucun sens que quelqu'un qui a le doigt sur le piton nucléaire, quelqu'un qui dirige l'armée américaine, quelqu'un qui va avoir la puissance qu'on pense qu'un président puisse avoir, que cette personne ne puisse pas s'asseoir relax, en étant détendu devant n'importe quel journaliste, y compris sur une plateforme qui est apparemment hostile comme Fox News. Le premier test, tu dis, hey, je suis tellement au-dessus de mes affaires que je vais aller répondre aux questions d'un journaliste. Ce que fait Pete Buttigieg, le démocrate Pete Buttigieg, lui, il va à Fox News. Sans l'ombre d'une hésitation. Puis il fait bien pour les judges. Ouais. Et ce que fait Trump quand il s'est présenté à l'Association des journalistes afro-américains, avec devant lui des centaines de personnes qui lui étaient probablement assez hostiles, une journaliste d'ABC qui ne lui était pas sympathique, fair, c'est tout à fait possible, mais alors, on dit que ça s'est retourné contre lui. Peut-être. Si c'est ça ton bilan, tu ne peux que dire, ben, il y a eu les guts de le faire. Il y a les guts de prendre le risque de se mettre à dos des gens. Et en ce moment, Mme Harris ne fait pas la démonstration que ce courage politique, elle l'a. 9h ce soir sur CNN, donc cette entrevue. Seras-tu debout? À 2 pour le début. Merci Stéphane.